Ok, salut à tous. Du coup, on va commencer. On se retrouve pour une correction de QCM de physiologie, la nouvelle matière de cette année, du coup. Voilà. Euh, alors, sans plus tarder, directement, hein. Alors, question 1. À propos de l'histologie du tube digestif, voilà, enfin, il y a 4 cours pour l'instant, donc j'ai essayé de faire des QCM sur les 4 à peu près. Euh, la structure du tube digestif n'est pas la même de l'œsophage au canal anal. Donc ça, c'est faux parce que du coup, histologiquement parlant, c'est tout à fait la même jusqu'au canal anal. Donc voilà, histologiquement parlant, c'est la même. On a de l'extérieur vers l'intérieur une séreuse, une musculeuse, une muqueuse et une sous-muqueuse. Donc c'est faux du coup parce que c'est d'abord la sous-muqueuse et ensuite la muqueuse. La muqueuse, c'est du coup la structure la plus interne. Donc c'est ce qui est au contact de la lumière directement. Les circonvolutions présentes à la surface de la lumière augmentent la surface disponible pour l'absorption. Donc c'est tout à fait vrai, hein, voilà. D'ailleurs, du coup, donc on aura des replis au niveau macroscopique, mais aussi des replis au niveau cellulaire. C'est ce qu'on appelle les cils et tout, du coup, qui permettent d'encore plus augmenter la surface d'absorption. Les tuniques permettent au tube digestif d'avoir 3 fonctions: digestive, endocrine et mécanique. Donc c'est faux du coup parce que la fonction mécanique fait partie de la fonction digestive. Donc c'est digestive, endocrine et immunitaire qui était correct. Et ensuite du coup, la séreuse est une mince couche de tissu conjonctif. Donc c'est tout à fait vrai. Et du coup, pour la question 1, c'était les items CE qui était correct. Ok. À propos du tissu musculaire du coup du tube digestif, alors aux extrémités du tube, il y a des fibres musculaires striées. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Enfin voilà, qui nous permettent du coup d'avoir un contrôle à peu près sur le tube digestif. Enfin, du moins, enfin, quand on dit aux extrémités, du coup, bah, je parle bien sûr du canal anal d'un côté et de l'œsophage de l'autre côté, qui du coup permettent la déglutition. euh, voilà. Ensuite, dans la majorité du tube digestif, on trouve des fibres musculaires agencées en couches circulaires externes et longitudinales internes. Donc c'est faux, hein, c'est circulaire interne et longitudinal externe. Et du coup, les fibres musculaires ici seront lisses, bah forcément, voilà, parce que du coup, enfin, ouais, enfin, en tout cas, dans la majorité du tube, elles seront lisses, voilà. Le réseau de neurones appelé plexus d'Auerbach est la couche la plus interne. Donc ça, c'est faux, parce que du coup, le plexus d'Auerbach sera situé entre les deux couches circulaires et longitudinales. Donc ce qui permettra d'avoir ce qu'on appelle ce qu'on appelle du coup un mouvement constant du tube digestif. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme qui du coup est en quelque sorte une contraction involontaire parce que du coup est contrôlée par le système nerveux autonome et qui du coup permet d'avoir une contraction maintenue pour du coup avoir le bol alimentaire qui sera bien agencé vers le canal anal. J'ai une Ensuite, question, yes, parce que le plexus d'Orbach, là, c'est pas la couche, enfin, il est dans la couche de la muqueuse, non? C'est partie de la muqueuse, et pour moi, c'était la couche la plus interne, donc même non, non, si non, entre c'est les... bien écrit sur le cours, du coup, c'est entre les deux couches musculaires. Voilà, circulaire interne et longitudinale externe, à vérifier, du coup. Mais je pense que c'est ça, hein. Mais ces couches, elles sont de la muqueuse, ces couches. C'est pas la muqueuse, en fait. Enfin, en gros, le plexus d'Auerbach, il contrôle la couche myogène, enfin, dans le sens où, c'est la couche musculaire, du coup, Ok. qui est la couche de transition entre la séreuse et la muqueuse, tu vois. Ok. Enfin, c'est un petit peu logique. Enfin, voilà. Ok. Ensuite, le tube digestif est rythmé par une activité myogène spontanée. Donc, c'est tout à fait correct, hein. C'est, voilà, encore une fois, le péristaltisme, ce qu'on appelle.
Ok, la fréquence des ondes lentes au niveau de l'œsophage est de 3 cycles par minute. Donc ça, c'est faux, parce que du coup, au niveau de l'œsophage, il n'y aura pas de cycle. Il n'y aura pas de cycle dans de ondes, voilà. Je suppose qu'on pourrait expliquer ça par le fait que qu'il y ait des fibres musculaires striées à ce niveau-là, vu que c'est l'extrémité supérieure du tube, et que du coup, les ondes lentes n'interviennent pas à ce niveau-là. Ok. Les fonctions digestives commencent après la première bouchée, donc c'est faux du coup, puisqu'elles commencent bien avant, du coup, voilà, tout ce qui est odeur, tout ça, qui permettent d'avoir, voilà. Ok, du coup, pour la question 2, d'ailleurs, c'était les items AD qui étaient corrects. Voilà. Ensuite, le pharynx et l'œsophage n'assurent qu'une seule fonction de propulsion. Donc, c'est tout à fait correct. Voilà. C'est une phrase texte du cours, hein. La mastication est un phénomène réflexe. C'est vrai aussi. Voilà, pas de souci là-dessus. Elle ne peut pas être involontaire, donc c'est faux, du coup. Parce que du coup, elle peut être du coup volontaire, mais aussi involontaire. Voilà. Donc, vu que c'est un phénomène réflexe, on peut avoir effectivement une mastication involontaire. Les glandes salivaires sont constituées d'acini et chaque acini possède des lobules. Donc, c'est le contraire. Ici, c'est l'inverse. Donc, elles sont constituées de lobules et chaque lobule, du coup, est divisé en acini. Voilà, pas de souci là-dessus. Donc, pour la 3, c'était les items BC. Ensuite, la lysozyme est une petite protéine protéolytique. Donc, c'est faux, du coup, parce que c'est une enzyme glycolytique, car du coup, qui s'intéresse au glucose, voilà, qui lyse le glucose. Le contrôle des glandes salivaires se fait essentiellement par le système nerveux autonome. Donc, ça, c'est vrai, voilà, pas de souci là-dessus. Le système orthosympathique a un effet facilitateur, alors que le parasympathique a un effet inhibiteur. Donc c'est faux. C'est tout à fait l'inverse du coup. C'est l'orthosympathique qui est inhibiteur et le para qui est facilitateur. La déglutition est l'activité motrice qui fait passer le bol alimentaire de la bouche à l'intestin grêle. Donc c'est faux du coup parce que du coup la déglutition fait passer le bol de la bouche à l'estomac et non pas à l'intestin grêle forcément, hein, voilà. C'est juste le passage de l'œsophage au final. Le temps buccal est une phase involontaire dans laquelle le bol est déplacé vers l'oropharynx. Donc c'est faux du coup, puisque c'est justement la phase volontaire, vu que ici, c'est justement la zone où on aura des fibres musculaires striées. Donc, du coup, qui nous permettent de contrôler en quelque sorte le phénomène de déglutition. Voilà. Ok, du coup, pour la 4, c'était uniquement l'item B qui était correct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ensuite. Ok. Ensuite, la muqueuse de la vésicule biliaire se compose d'un épithélium cubique simple. Donc, c'est faux, du coup, parce que du coup, c'est un épithélium cylindrique. Alors, il faut savoir que du coup, pour les épithéliums, donc pour les cubiques, généralement, c'est juste des épithéliums de recouvrement, enfin, qui n'ont pas de fonction en particulier, du coup, qui juste ont besoin d'être recouverts, d'être protégés. Voilà, donc pas de fonction de métabolisme ou quoi. Sauf qu'ici, la muqueuse de la vésicule biliaire, forcément, effectuera un métabolisme, un grand métabolisme d'ailleurs, ce qui, du coup, nécessitera des cellules en forme, du coup, de prisme. Donc, on aura des cellules cylindriques, un épithélium cylindrique ou prismatique, et non pas cubique simple. Voilà. Ensuite, la bile est sécrétée par les hépatocytes, drainée par les canalicules biliaires, qui se déversent dans les canaux biliaires. Donc, c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est le texte du cours, pas de souci. Ensuite, pendant un repas, divers stimuli feront contracter la vésicule biliaire et libérer la bile au niveau du duodénum.
Alors, ça aurait été correct, sauf que c'est faux, parce que du coup, ce n'est pas pendant le repas, mais après le repas, voilà. Donc sinon, forcément, c'est forcément après le repas que le métabolisme intervient et voilà, vous savez, la bile, du coup, intervient dans le métabolisme des lipides, tout ça, donc c'est, forcément. OK. C'est en gros le phénomène de digestion classique, hein, voilà. Ensuite, la sécrétine stimule la production du sucre pancréatique riche en bicarbonate. Ça, c'est tout à fait correct, hein, voilà, pas de souci. La CCK stimule la production de sucre pancréatique riche en insuline. Ça, c'est faux par contre, parce que du coup, le sucre pancréatique, c'est les enzymes et non pas les hormones. Donc, on aura voilà la différence entre les deux différentes parties du pancréas. Donc, on aura le pancréas exocrine qui produira le sucre et le pancréas endocrine qui produira les différentes hormones, du coup, insuline, glucagon et somatostatine. Du coup, pour la 5, c'était les items BD. Ensuite, pour la 6, les lipides les plus abondants de l'alimentation sont les stérols. Donc, c'est faux, du coup, c'est les triglycérides à 80% à peu près, voilà. Le cholestérol absorbé sous forme estérifiée est libéré ensuite dans l'entérocyte. Donc c'est faux du coup, c'est l'inverse qui se passe. Il est d'abord absorbé sous forme libre et ensuite réestérifié au niveau de l'entérocyte. Voilà. Les vitamines liposolubles ADEK sont absorbées avec les autres lipides dans l'intestin proximal. Donc c'est tout à fait correct. Voilà, pas de souci là-dessus. Après l'absorption au niveau de l'intestin, 2 voies, alors ici du coup, il fallait mettre 2, voilà, petit errata. 2 voies de circulation s'offrent aux nutriments, la voie veineuse et la voie artérielle. Donc c'est faux du coup, parce que du coup ici on aura uniquement la voie veineuse ou voie sanguine, parce que du coup la voie artérielle, n'absorbe pas, mais amène le sang au tissu, voilà. Et on aura aussi la voie lymphatique ou chylifère, voilà. On aura des canaux chylifères qui viendront, voilà, absorber tout ce qui est surtout lipides, hein, forcément. OK. Ensuite, les micelles ont une face hydrophile et une hydrophobe, donc c'est tout à fait correct, voilà. Donc pour la question 6, on avait les items CE. Ensuite, les fonctions respiratoires sont impliquées dans l'homéostasie acido-basique. Ça, c'est tout à fait correct, hein. On l'aura vu dans le cours du diagramme de Davenport, tout ça. Donc tout ce qui est, si on a une acidose, par exemple, on a les poumons qui interviennent, du coup, pour, faire une hyperventilation, du coup, pour réduire, l'acidité et pour alcaliniser le milieu. Les fonctions non respiratoires sont les suivantes, du coup, phonation, réchauffement de l'air et défense de l'organisme. Alors du coup, le vu que le terme est restrictif, donc c'est faux, parce que du coup, il manquait l'humidification de l'air, du coup, qui intervient aussi, très important. Les bronches sont les parties de l'arbre respiratoire capables de contenir les particules les plus grandes, donc c'est faux, hein. Donc plus on s'éloigne dans l'arbre bronchique, plus les particules doivent être petites. Donc ici, c'est les particules petites et non pas grandes. Des cellules du système immunitaire, d'ailleurs ça c'est exploité du coup, en thérapeutique. Donc par exemple, si on veut, que notre médicament atteigne un certain niveau, de l'arbre bronchique, donc on fera gaffe à mettre, du coup des molécules de la taille qui convienne, donc le plus petit possible pour par exemple les bronches qui sont la limite on va dire, ou les bronchioles, voilà. OK, des cellules du système immunitaire inné essentiellement peuvent se trouver dans notre mucus. Donc ça, c'est tout à fait correct, hein, voilà. Je vous invite à revoir du coup la composition potentielle du mucus. Certaines cellules ont de grandes extensions cytoplasmiques. Ce sont les cellules ciliées. Donc c'est tout à fait correct, voilà. Donc du coup, c'était les items ADE ici. Ensuite, pour la viste, la commande motrice des structures musculeuses des voies aériennes supérieures est uniquement involontaire. Donc ça, c'est faux du coup, parce que du coup, les voies aériennes supérieures, forcément, on aura des fibres striées et lisses. Donc forcément, on aura les deux commandes volontaires et involontaires. Voilà.
Du coup, c'est pour ça que le phénomène de déglutition peut être d'un côté volontaire et de l'autre involontaire. Voilà. Au niveau des voies aériennes, on a du cartilage qui entoure toute la trachée. Alors, ça, c'est faux. Du coup, parce que le cartilage n'entoure pas toute la trachée, mais on a des anneaux qui seront ouverts vers en postérieur, et du coup, on aura le ligament du coup trachéal qui viendra combler en quelque sorte les vides des anneaux. Enfin, on appelle ça des anneaux, mais en gros, c'est des phares à cheval. Vous voyez le genre, voilà, en cartilage qui viendront s'intercaler comme ça avec le ligament en arrière. Ok. Ensuite, les fibres musculaires retrouvées au niveau des branches sont des fibres striées non squelettiques. Du coup, c'est faux, parce que du coup, c'est des fibres lisses, tout simplement, et non striées, non squelettiques. Voilà. Pour augmenter encore l'importance de la surface de contact avec l'air, il y a des replis muqueux. Donc ça, c'est tout à fait vrai, voilà, pas de souci. Au niveau des bronchioles, les replis muqueux sont bien visibles et il y a persistance du cartilage. Donc c'est faux du coup, parce qu'effectivement, les replis sont très visibles au niveau des bronchioles, sauf qu'ici, il n'y aura plus de cartilage, voilà. Au niveau des bronchioles, du coup, on n'aura que du tissu conjonctif et du tissu muqueux, voilà. Donc pour la 8, c'était les items D uniquement qui étaient corrects. Ok, pour la 9, les cellules de la muqueuse de l'arbre aérien sont agencées en un épithélium prismatique simple. C'est faux, du coup, c'est faux, parce que du coup, c'est un épithélium pseudostratifié. Alors, pourquoi pseudostratifié? Parce que du coup, les épithéliums pseudostratifiés ont une capacité de mouvement, enfin, dans le sens où ils peuvent se replier et se déplier un peu comme ils veulent. Enfin, on retrouve ça notamment au niveau de la vessie, par exemple, qui du coup, forcément, la vessie, elle sera remplie et ensuite vidée plusieurs fois dans la journée. Donc, du coup, l'épithélium pseudostratifié permet justement d'avoir une certaine mobilité de notre épithélium. Voilà, c'est exactement la même chose. La saturation ne dépend pas du taux d'hémoglobine de l'échantillon. Alors, c'est tout à fait vrai, voilà, très important comme phrase, hein, voilà, à retenir. Donc, ça peut paraître contre-intuitif comme ça, mais voilà, revenez au cours et vous comprendrez mieux pourquoi. La survenue d'un soupir est caractérisée par une inspiration plus ample, suivie d'une expiration prolongée. C'est tout à fait vrai, voilà, c'est exactement ça. Le volume courant est un volume non mobilisable. C'est tout à fait le contraire du coup, parce que le volume courant est tout à fait mobilisable, voilà. Une simple spirométrie ne permet pas de mesurer les volumes non mobilisables. C'est vrai, du coup, c'est tout à fait vrai, voilà. Donc, on va pas se contenter d'une simple spirométrie pour voir les volumes mobilisables. Donc, pour la question 9, c'était l'item BCE qui était correct. Ok. La bronchomotricité est sous commande de trois modes de régulation, donc nerveuse, humorale, cholinergique et paracrine. Nerveuse, humorale, cholinergique et paracrine. Du coup, c'est faux parce que c'est nerveuse, humorale, adrénergique et non pas cholinergique et paracrine. Voilà, c'est du coup ici tout ce qui est adrénaline et noradrénaline qui interviennent. Donc, ça sera l'humoral adrénergique et non cholinergique. La commande nerveuse se fait grâce au système nerveux parasympathique. Alors, du coup, c'est tout à fait vrai. Voilà, pas de souci là-dessus. La paroi des vaisseaux sanguins est proportionnellement assez solide et épaisse. Du coup, c'est faux parce que même proportionnellement, elle est tout à fait, enfin, elle est totalement mince, enfin elle est extrêmement fine en fait, voilà. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir des contacts paracrines parce que du coup par diffusion en quelque sorte à travers la cellule des différents facteurs, tout ça. Voilà. L'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire est de 0,5 microns en moyenne.
Ouais, c'est tout à fait vrai, voilà, c'est une valeur que vous retrouvez dans le cours, voilà. Donc c'est effectivement assez, mince aussi, voilà. Les cellules alvéolaires ont des propriétés tensioactives. Alors ça, c'est faux du coup, parce que c'est pas les cellules qui ont en soi des propriétés, tensioactives, mais plutôt le surfactant qui assure les propriétés. Car du coup, bah, on peut le voir, du coup, en l'absence de surfactant, bah, les alvéoles, font ce qu'on appelle se collaber. En gros, ça se collabe, du coup, ça se replie sur elle-même et du coup, bah, on aura les poumons qui se fermeront. Ça, notamment, c'est le cas des bébés prématurés qui, du coup, n'ont pas assez de tension actif. En fait, le tension actif, c'est tout simplement des lipides, hein, des lipides sous forme de micelles qui, du coup, permettent de garder en quelque sorte l'air en place et du coup, par exemple, les prématurés qui n'ont pas assez de lipides justement dans leurs poumons, ben, ils auront besoin d'être, enfin, d'être intubés du coup pour une respiration artificielle parce que du coup, sinon leurs poumons, bah, se referment sur eux-mêmes parce que du coup, il n'y a pas assez de tension actif ou de surfactant, voilà. Ça revient un petit peu au même. Voilà, donc c'est faux. OK, donc la question 10, c'était l'item BD qui était correct. Ensuite, la 11, à propos de la mémoire procéduriale du coup. On peut verbaliser la mémoire procéduriale. Alors, c'est vrai du coup, parce que même si elle peut être plus compliquée à verbaliser, bah, on peut quand même le faire, voilà. Contrairement, voilà, à la mémoire, sémantique, voilà, qui est du coup, très facile à verbaliser. La mémoire sémantique est une mémoire procéduriale. C'est faux, du coup, c'est une mémoire épisodique. Ah oui, enfin épisodique, mais ouais, j'ai inversé les 2, mais ouais. Du coup, bah, c'est une mémoire épisodique et non procéduriale, voilà, pas de souci là-dessus. Le syndrome de Korsakoff touche les tubercules mammillaires. C'est tout à fait vrai, du coup, ça touche les tubercules mammillaires chez les personnes, voilà, alcooliques, chroniques, tout ça. Voilà, pas de souci là-dessus. Lors d'un déficit de la mémoire procéduriale, on peut en déduire une atteinte de l'hippocampe. Alors du coup, bah, c'est faux, car du coup, bah, l'hippocampe n'est pas du tout, impliqué dans la mémoire procéduriale, hein. On voit ça parfaitement, voilà, pas de souci là-dessus. Lors d'un déficit de la mémoire procéduriale, on en déduit forcément une atteinte du cervelet. Alors, c'est faux aussi parce que du coup, bah, c'est pas forcément ça. Enfin, il peut y avoir d'autres, organes, enfin d'autres structures qui seront atteintes comme du coup le striatum ou tout simplement le thalamus, du coup. Voilà. Donc effectivement, on peut en déduire ça, mais pas forcément. Voilà. Donc c'est faux. Et pour la 11, du coup, c'était les items AC qui étaient corrects. Ensuite, pour la 12, à propos de l'organisation corticale du cerveau, le cortex associatif unimodal fait une intégration multisensorielle. Donc ça, c'est faux du coup, hein, parce que voilà, c'est le cortex associatif hétéromodal qui fait ça. Euh, les cortex primaires et secondaires traitent l'information de base. C'est tout à fait vrai, voilà. C'est justement voilà, enfin le rôle principal. Le cortex limbique est arrivé récemment sur le plan phylogénétique. C'est faux, du coup. Euh, il est très vieux, justement, sur le plan phylogénétique et, du coup, est impliqué notamment dans le phénomène des émotions, tout ça. Voilà. Le cortex limbique, c'est vraiment ce qui traduit nos émotions, voilà, avec les différentes structures, tout ça. L'hippocampe, voilà, surtout notamment. Ensuite, il est impliqué dans la mémoire et les émotions, voilà, c'est tout à fait vrai. Au niveau du cortex associatif unimodal, plusieurs types d'informations vont s'intégrer pour donner une information finale. Donc ça, c'est texto du cours, hein, c'est tout à fait correct. Du coup, c'était les items BDE pour la 12, voilà. Ensuite, pour la 13, chaque population de neurones est un petit groupe d'instruments qui va faire une oscillation. C'est tout à fait vrai, voilà, parce que du coup, en fait, au lieu de considérer un neurone seul, on va plutôt considérer la population qui est plus facile à étudier en quelque sorte, voilà. Ils sont directement connectés en macro-réseau, donc c'est faux. Ils sont d'abord connectés entre eux en micro-réseau et ensuite chaque micro-réseau sera connecté en macro-réseau, voilà.
La somesthésie permet de déclencher des réflexes en réponse à des stimuli de douleur. C'est faux du coup, parce qu'on essaie de justement diviser, enfin mettre en évidence la différence entre la somesthésie et la nociception. La nociception qui du coup traite tout ce qui est douleur, tout ça, et qui permet de justement déclencher des phénomènes réflexes par rapport à ça. La proprioception nous permet de ressentir directement notre environnement. Donc ça, c'est faux du coup, parce que justement, la proprioception, c'est le fait de ressentir son propre corps humain. Voilà, le petit moyen mémotechnique, donc, et non pas l'environnement. Ensuite, la sensibilité tactile épicritique, épicritique permet d'avoir un toucher fin. C'est tout à fait le cas, voilà. Pas de souci là-dessus. D'ailleurs, je crois que en cours d'anatomie, les cours de neuro, du coup, bah, je sais pas s'ils ont été maintenus cette année, mais on aura bien justement les différentes voies qu'emprunte chaque sensibilité, tout ça. Donc, essayez de faire le parallèle entre les deux cours, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, pour la 13, c'était les items AE. Ensuite, pour la 14, du coup, la nociception est un processus sensoriel à l'origine de la douleur. Donc, c'est tout à fait correct, voilà, pas de souci. Il existe 3 types de récepteurs qui sont importants dans le réflexe monosynaptique. Océto-articulaire, donc ça, c'est tout à fait correct aussi, voilà. Les 3 types que vous retrouvez dans le cours, pas de souci. La voie lemniscale est une voie directe, mais qui reste peu rapide. Donc, c'est faux. Ben, en fait, elle est rapide justement parce qu'elle est directe, voilà. Donc, elle est très rapide, voilà. La voie spinothalamique est une voie plurisynaptique et permet une sensibilité tactile protopathique. Alors, c'est tout à fait vrai. Du coup, protopathique, tout ce qui est chaud-froid, tout ça, voilà, pas de souci. La voie extralemniscale est celle qui circule par les cordons centraux de la moelle et décusse au niveau segmentaire. Alors, elle décusse bien au niveau segmentaire, du coup, mais par contre, elle circule dans les cordons latéraux de la moelle et non pas centraux. Voilà, donc les différents détails là, franchement, apprenez ça. Essayez encore une fois de faire le parallèle avec les cours d'anatomie, de neuro, qui vous permettront voilà, de mieux visualiser les trucs. Mais franchement, il y a pas mal de pièges potentiels sur ces différentes questions. Donc voilà, vraiment gardez ça en tête. Voilà. Du coup, pour la 14, c'était les items ABD. Ensuite, pour la 15, dernière question, le cortex sensoriel primaire est en avant du sillon de Rolando. Donc ça, c'est faux. Il est en arrière. Hein. La sensibilité, du coup, est en arrière et la motricité est en avant. Voilà, c'est du coup les aires voilà, post-synaptiques et présynaptiques. Voilà. Enfin, post-central plutôt et pré-central. Du coup, pré-central, c'est en avant. C'est au niveau du lobe frontal, alors qu'en arrière, bah, on aura. Ah non, 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 excusez-moi, du coup, les deux zones sont au niveau du lobe pariétal, sauf que du coup, bah, on aura le scion de Rolando qui viendra bah, interposer les deux zones. Donc, en avant, on a la motricité et en arrière, la sensibilité. Le cortex secondaire, retrouvé dans la partie inférieure de la région post-centrale, permet de traiter l'information. C'est tout à fait vrai, voilà, il est bien à la partie inférieure, voilà, de la région post-centrale, donc en arrière. Dans la voie lemniscale, l'information part du cortex cérébral primaire. C'est faux, du coup, parce que du coup, la voie lemniscale, bah, vu que c'est une voie de sensibilité, bah, on aura l'information qui partira bah, forcément des récepteurs périphériques, donc des propriorécepteurs et des mécanorécepteurs. Voilà. Par contre, pour les voies de motricité, effectivement, c'est là où du coup l'information partira du cortex cérébral. Du coup, la voie lemniscale, toujours, elle décusse en changeant d'un hémicorps à l'autre au niveau du bulbe rachidien. Bah, c'est tout à fait vrai, voilà, bulbe rachidien, aussi appelé pont. De toute façon, voilà, vous verrez ça en euros. Donc, ces questions-là, limite, genre juste vous apprenez le schéma retrouvé voilà, dans les cours de neuro traitant du tronc cérébral, tout ça. Et voilà, vous verrez bien la décussation au niveau du pan. Voilà. La voie spinothalamique décusse au niveau segmentaire après avoir traversé la moelle. C'est faux, du coup.
bah, en fait, elle décusse dès l'arrivée dans la moelle épinière, voilà. Et du coup, bah, voilà. Et non pas après avoir traversé, voilà. Donc pour la 15, du coup, c'était les items BD qui étaient corrects, voilà. Et on a fini, du coup. Donc si vous avez des questions, on peut revenir sur les sur différents items, voilà. N'hésitez pas. OK, donc pas de questions. Bon, si jamais vous m'envoyez ça, voilà, pas de souci, à la limite, si vous avez pas mon numéro, demandez à Dan ou sinon transmettez-lui, sa question, il me l'enverra. Voilà. OK, bah, Merci. merci à tous du coup. Je vais arrêter l'enregistrement.